Il y a aussi quelque chose dans ce traité qui nous inquiète énormément. Ça, c'est plus l'affaire des législations et des législateurs. Ça s'appelle la convergence régulatoire. Et là aussi, les compagnies sont là depuis le début. Leur objectif, c'est que les régulations soient d'abord moins importantes, moins fortes, et surtout qu'elles soient unies pour qu'il n'y ait pas de différence entre les règles des États-Unis et les règles de l'Europe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Un exemple, dans les produits chimiques. Depuis 1976, les États-Unis ont une loi sur les produits chimiques et l'Europe, depuis un peu moins de temps, ont une directive qui s'appelle la directive REACH sur les produits chimiques. Depuis l'existence de cette directive, et avant, l'Europe a interdit 1200 produits chimiques qui ne sont pas sur le marché, mais qui peuvent être vendus aux États-Unis. Et pendant le même temps, vous pensez que les États-Unis ont interdit combien? Les Européens, 1200, les États-Unis, 5. C'est dire, ça c'est un cas peut-être extrême, on négocie là-dessus et nous avons des fuites qui nous disent que ça ne sera jamais décidé tout de suite parce que les divergences sont trop importantes. Mais sur d'autres domaines, elles le sont moins. Avant le scandale Volkswagen, que vous êtes tous au courant, oui, bon. Je donnais un autre exemple, mais j'étais peut-être naïve parce que j'aurais pu donner tout de suite des exemples européens. Mais aux États-Unis, la General Motors a dû, en 2014, rappeler plus de 1 600 000 voitures parce que l'allumage de ces voitures pouvait s'arrêter n'importe où, dans un carrefour, sur l'autoroute. Vous n'avez plus de frein, vous n'avez plus de direction, vous n'avez plus rien. Et il y a eu 13 morts de prouver que ça ne pouvait pas être autre chose. Et les États-Unis n'ont pas agi là-dessus. Il y a bien une agence de régulation, mais il a avoué avoir eu des plaintes, une dizaine de plaintes par mois, mais depuis 10 ans, on n'avait pas eu, ne pensait pas que c'était suffisant pour agir. Alors ça a été forcé parce que le New York Times a fait une enquête là-dessus, et c'est eux qui ont découvert qu'il y a eu 10 plaintes par mois depuis longtemps, et qui ont dévoilé ce scandale. Mais je trouve que, bon, Volkswagen, c'est un scandale, mais la General Motors, c'est un autre scandale. Et il n'y a pas à dire les nôtres sont meilleurs que les vôtres. Le problème, c'est d'élever et rendre plus justes les régulations de part et d'autre. Mais les entreprises de voitures sont très puissantes comme lobby, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et font la pluie et le beau temps. Il n'y a pas d'autre explication que ça. La puissance des lobbies est très importante. J'explique ça dans ce bouquin au début, avant le chapitre sur le TAFTA. Mais quand vous demandez pourquoi les États peuvent accepter les propositions des lobbies, c'est parce que ce qu'elles disent, c'est très logique, c'est très bien enrobé de chocolat, c'est très, très agréable pour les États d'entendre que ça va créer des emplois et de la croissance. Malheureusement, c'est le plus souvent faux, mais on justifiait le TAFTA de cette manière-là. La Commission européenne a donné
une commission, une boîte à pensée, un think tank de Londres, pour faire une étude sur l'impact du TAFTA. Et cette boîte à pensée a rendu son rapport début 2013, avant l'ouverture des négociations, en disant que dans sa meilleure estimation, c'est-à-dire le plus optimiste, ça créerait 600 000 emplois et que le PNB, mais en 2029, serait un tout petit peu augmenté, de 0, je ne sais plus, 0,2 ou 0,3%. Très peu de choses. Mais la Commission utilisait ça pour dire, vous voyez, croissance et emploi. Ça, c'est toujours l'argument. Sauf qu'il y a un jeune chercheur aux États-Unis, à Boston, qui a publié une étude qui a complètement démoli l'étude de cette boîte à pensée qu'avait demandé la Commission de fournir ce rapport. Et ce qu'il a montré, c'est que ceux qui avaient écrit ce rapport très optimiste avaient, comme les économistes le font souvent, fait utiliser un modèle. Alors, un modèle, pour l'économiste, c'est une chose très étrange, parce que ça vous permet d'imaginer les conditions de départ. Et en l'occurrence, le modèle supposait, comme une donnée, le plein emploi. Bon, ça paraît étrange. Mais selon ce modèle, il y aurait toujours le plein emploi parce que si il y avait du chômage, les salaires baisseraient jusqu'au point où les gens accepteraient de travailler. Et d'autre part, si dans un secteur on licenciait, dans un autre secteur, ce serait compensé parce que cet autre secteur prendrait, je ne sais pas, les ex-plombiers deviendraient des programmateurs d'ordinateurs ou autres. Et ce jeune chercheur a montré que ça ne pouvait, dans des conditions réelles, ça ne pouvait marcher en aucun cas. Alors, la Commission a immédiatement cessé d'utiliser cet argument. Et maintenant, quel est son argument? C'est que les PME-PMI vont énormément profiter du TAFTA. Mais les PME-PMI qui ont fait faire des études, comme la Fédération des PME en Allemagne, qui représente 250 000 petites entreprises, a eu la conclusion que ça ne pourrait pas être le cas. Ces petites et moyennes entreprises sont très souvent des sous-traitants pour les transnationales et savent que sous le TAFTA, il serait très facile pour les grosses entreprises d'aller aux États-Unis investir dans des usines parce que les salaires aux États-Unis sont moins intéressants qu'en Europe et que les conditions de travail sont pires parce qu'il y a la moitié des États américains qui sont antisyndicales, qui ont des lois contre la négociation collective, contre même le fait d'appartenir à un syndicat, et qui s'appellent paradoxalement le droit de travailler, mais ça veut dire le droit de travailler sans être représenté dans un syndicat. Et on ne peut plus utiliser cet argument d'après les PME-PMI parce qu'eux ne pourraient pas suivre. Les États-Unis trouveraient des PME chez eux pour fournir les mêmes composants que font maintenant les entreprises allemandes et que les PME-PMI, la Commission dit aussi, ben, vous pourriez utiliser le système d'arbitrage à votre avantage, mais les PME-PMI disent, mais non, on n'a pas les liquidités, on ne peut pas supporter les coûts qui sont très élevés, qui sont de 8 millions de dollars en moyenne, mais qui peuvent monter, dans certains cas, sont montés jusqu'à 30 millions de dollars.
elles ne sont pas folles, les PME-PMI. Et alors, elles ne se laissent pas, en tout cas en Allemagne, embarquer dans cette galère. Je ne connais pas d'autres fédérations de PME-PMI en Europe qui ont pris une position comme ça, mais la logique, je crois, montre que ça ne serait pas ce traité ne serait pas un avantage pour elles parce que leur mobilité serait beaucoup plus restreinte que la mobilité des très grandes entreprises. Alors, je ne veux pas continuer toujours pour vous convaincre, mais ce chercheur à Boston a conclu que ce ne serait pas 600 000 emplois de gagnés, mais 600 000 emplois de perdus, dont 130 000 pour la France. Il a fait des chiffres pour d'autres pays, mais pour lui, on perdrait. Il y a un autre secteur qui a vraiment tout à fait intérêt à rejoindre le collectif anti-TAFTA. Ce sont les agriculteurs. Nous n'avons pas vraiment de problème avec les tarifs à la frontière, les droits de douane à la frontière entre l'Europe et les États-Unis. En moyenne, c'est de l'ordre de 2 ou 3%. Et ce n'est pas la peine de faire un énorme traité et de faire des négociations sans fin pour arriver à 0 ou 1%. Ça ne concerne pas, même si TAFTA veut dire Trade, trade and attendez, oh là là, NAFTA, North American Free Trade Agreement, parce que ça rappelle le NAFTA, n'est-ce pas, que les États-Unis savent que ça a créé énormément de chômage, mais le TAFTA, c'est Transatlantic Free Trade Agreement, voilà, j'y arrive. Et ils savent que ça ne va pas, que ce n'est pas la peine de faire ça pour baisser les tarifs douaniers. Ce qui leur importe, c'est les tarifs non pas douaniers, mais ce qu'ils appellent les barrières à l'intérieur des frontières. Behind Borders Barriers, BBB. Et ces barrières, ça s'applique dans presque tous les domaines, mais pas dans l'agriculture. Parce que si on ouvre nos frontières, là, on a des tarifs beaucoup plus élevés, de l'ordre de 12-13%. Et ça, c'est parce que si l'Europe baisse ses tarifs douaniers à la frontière, nous serions immédiatement inondés par des cultures subventionnées des États-Unis et aussi par les cultures qui sont produites sur des surfaces absolument gigantesques, des dizaines de milliers d'hectares quelquefois, et qu'il est impossible pour les fermes en Europe, même pour les céréaliers de la Beauce, de faire la concurrence avec ce type d'agriculture productiviste, industrielle, très hautement mécanisée, très peu de travail, mais énormément de machines, etc., etc. Les États-Unis nourrissent leur population et une bonne partie du monde avec 2,2 millions agriculteurs. C'est vous dire combien d'hectares à chacun. En Europe, on a encore 13,5 millions d'agriculteurs. Et je pense que si on acceptait la baisse des tarifs sérieuses, on perdrait immédiatement quelques millions d'agriculteurs. Ça me paraît évident parce qu'il y a des concurrences. C'est comme si vous mettez le boxeur champion du monde dans le ring avec un gamin de 4 ans. C'est pas possible. Et si nous avons un système comme cela, nous serons naturellement
aussitôt exposés aussi aux OGM, partout. Il y a beaucoup de choses qui tomberaient dans l'assiette que nous ne voulons pas. Les Américains considèrent que nos régulations sont anti-scientifiques. Eux demandent une preuve absolue, c'est-à-dire 100% scientifique, entre guillemets, que les OGM sont nocifs. C'est impossible à fournir parce que vous ne pouvez pas dire à 100% que tel OGM de telle culture cause telle maladie ou telle dégénérescence dans le corps humain. Parce qu'il y a trop de variables, c'est absolument impossible à isoler. Que ce soit les pesticides, que ce soit les OGM, vous ne pouvez pas prouver ce genre de choses. Et eux, leur philosophie, c'est on laisse sur le marché, c'est comme les produits chimiques, et puis s'il y a des preuves après que c'est nocif, à ce moment-là, on peut réguler, mais pas avant. Donc vous voyez que c'est une différence philosophique fondamentale. La charge de la preuve pour l'Européen, et je suis loin de dire que notre système de régulation soit parfait, car de Volkswagen, la preuve. Mais nous avons tout de même, dans pas mal de domaines, le principe de précaution qui dit la charge de la preuve, c'est sur la personne ou la firme qui veut introduire tel produit sur le marché, tel produit ou tel procédé. Et pour les Américains, c'est la charge de la preuve est sur celui qui refuse d'admettre ce produit. Vous voyez la différence? Donc, c'est une différence fondamentale, philosophique, sur qui peut faire quoi et qu'est-ce qui constitue une preuve. Nous, Europe, dans le doute, on dit on ne laisse pas entrer. On peut faire des études, mais ce seraient des études pour savoir si c'est inoffensif, pour prouver l'innocuité. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas pour avoir à prouver que c'est nocif. Et ça, c'est ce qu'exigent les États-Unis. Alors, OGM, ça ne cause jamais aucun trouble. Les pesticides qui sont utilisés avec les OGM non plus. Les résidus pesticides sur les fruits et légumes aux États-Unis sont beaucoup plus élevés que ce qui est autorisé en Europe. Ça aussi, ce n'est pas scientifique, entre guillemets, et ainsi de suite. Alors, nous aurions aussi, c'est assez dégoûtant, mais je vous le raconte tout de même, les poulets aux États-Unis. Les poulets sont tués sur des chaînes qui tournent comme ça, qui sont surtout, les ouvrières sont surtout des Afro-Américaines. Elles ont 3 poulets par seconde à tuer. Et puis, il y a quelques mois seulement, on a passé une loi qui dit qu'il n'y aura plus d'inspecteurs fédéraux dans vos usines. Et vous devez faire inspecter les poulets pour les saletés, pour des matières fécales, par les ouvrières. Alors, vous imaginez les ouvrières qui vont, déjà 3 poulets, et puis censés savoir si le poulet est propre ou pas. Alors, le poulet est rincé au chlore avant de quitter l'usine, d'être congelé et d'être expédié. Le bœuf aux hormones, évidemment, ça c'est une vieille histoire. On aurait ça, on aurait un certain nombre d'autres produits dont nous ne pourrions pas nous plaindre parce que ce ne serait pas sur l'étiquette, parce que les Américains ne veulent pas d'étiquettes qui disent ce que contient exactement un produit alimentaire. Donc nous avons beaucoup de raisons de trouver que c'est un traité qui pourrait attaquer à la fois le judiciaire, le législatif, parce que le législateur aurait très peu de pouvoir
à fixer les régulations et que les transnationales, ça, ils veulent aussi une commission, ce qu'ils appellent un comité de co-régulation, où les transnationales seraient présentes avant de donner, seraient présentes quand les règles sont fixées pour chaque produit. Donc le législateur perdrait de son pouvoir, le judiciaire serait attaqué, et même l'exécutif pourrait souffrir, pour des raisons que j'ai dites, l'idée d'être attaqué par beaucoup d'investisseurs à la fois. Si on changeait la loi, ça n'incite pas à améliorer les conditions de travail, les conditions de l'environnement, et ainsi de suite. Alors, je vous ai dit que vous aurez pas mal de mauvaises nouvelles, mais nous pouvons aussi gagner cette histoire. Nous pouvons faire la défaite de ce traité, et nous sommes en train de le faire. Est-ce que vous avez entendu parler du collectif Stop TTIP, et est-ce que vous avez signé contre le TAFTA? Qui a signé contre le TAFTA? Bravo, ok. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore signé. Alors c'est à eux que je parle. Parce que nous avons, à quelques Européens, fait une demande auprès de la Commission pour faire une initiative citoyenne européenne. Et la Commission a refusé. La question posée était faite par des juristes allemands qui disaient ça va passer, il n'y a pas de raison que la Commission refuse. La Commission a refusé. Alors le lendemain, nous avons décidé de faire la même chose, mais auto-organisé, et de le faire avec exactement les mêmes règles que l'Europe. C'est-à-dire, il faut, pour une initiative citoyenne européenne, il faut 1 million de signatures qui viennent de 7 pays différents ayant atteint leur quota. Nous sommes à 2 doigts de 3 millions de signatures et nous avons 21 pays. Nous avons 3 fois le nombre de pays. Il nous manque que la Pologne est à 97%. Alors ça, c'est vraiment le suspense parce qu'on a jusqu'au 6 octobre. Nous présentons les signatures le 7 et ça fait 1 an. Et là aussi, il faut couper parce qu'on a 1 an avec les règles européennes. Alors la Pologne, je pense qu'ils vont y arriver. Il nous manquerait, alors à ce moment-là, il ne manquerait plus que le Portugal, c'est le seul pays d'Europe de l'Ouest, les 3 pays baltes, Malte et Chypre, qui ne sont vraiment pas les États les plus importants. Ça serait bien, mais il n'y a pas de campagne, on n'a pas de camarades dans ces pays, alors voilà. Mais nous pensons que nous allons montrer que les Européens sont vraiment contre ce traité. Alors, si vous n'avez pas signé, je vous demande vraiment, même si la France est à 650% de son quota, ce qui est très bien, on peut toujours ajouter, parce que ça n'a aucune importance que la signature vienne de France, de Pologne ou d'ailleurs. Alors, notez, s'il vous plaît, collectif, stop, tout en un seul mot, collectif, stop, TTIP, TTIP.org. Et vous aurez la pétition et vous pouvez signer ce soir ou demain, mais il vaut mieux faire tout de suite parce que d'abord sinon on oublie, mais après aussi, enfin ça c'est centralisé en France, mais il faut envoyer après à Berlin où ils font les comptages. Donc vraiment, ça serait bien si on pouvait arriver à 3 millions. Et nous sommes à 2 920 et quelques. Donc c'est faisable, mais ce n'est pas fait. Et puis, il y a énormément de
d'activités contre aussi. À la République, ce week-end, il y avait l'arrivée des vélos d'Alternativa. Vous êtes au courant de ça? Les vélos qui sont arrivés, eux, c'est surtout pour le climat. Mais il y avait tous ceux qui sont dans cette coalition, dont les Amis de la Terre, qui ont un cheval de Troie qui doit être haut d'à peu près 10 mètres. C'est formidable. C'est un cheval qui est gonflable. Et ce cheval attire beaucoup de gens. Et quand j'ai demandé au camarade d'Amis de la Terre s'il avait collecté beaucoup de signatures contre le TAFTA, il m'a dit « Ah oui ». Mais j'ai dit « Quels sont tes arguments ?» Mais ils disent « Je dis aux gens les OGM, les poulets, enfin ce qui va arriver dans leur vie quotidienne, quelquefois les médicaments qui seront beaucoup plus chers. On fait aussi la guerre contre les génériques, ce genre de choses. » Et ils signent tout de suite. Dès qu'ils savent ce qu'il y a dedans, ils vont signer tout de suite. Donc, pas de problème de ce côté-là. Dès que les gens sensés, qui ne sont pas, dont les jobs ne dépendent pas de leur approbation, tout le monde est amené à signer. Mais que vous soyez ouvrier, agriculteur, mère de famille, que sais-je encore, sauf si vous êtes avocat qui peut profiter de ces tribunaux d'arbitration parce que les salaires sont très élevés, c'est très juteux comme métier, mais c'est surtout les Américains et les Britanniques. Vous avez intérêt à signer contre. Et puis, nous utilisons tout simplement la stratégie de Dracula. C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. La stratégie de Dracula, c'est que si vous voulez tuer le vampire, vous l'exposez à la lumière du jour, et puis le vampire ne supporte pas. Le vampire, il se ratatine et il meurt. Alors, c'est ce qu'il faut faire avec le TAFTA.